Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérémy Bélanger, rédacteur en chef adjoint du Moniteur. Durant les 20 prochaines minutes, nous explorerons ensemble les leviers et les exigences de la construction bas carbone. Comme chacun sait, l'horizon de la neutralité carbone a été fixé à 2050. Pour y parvenir, de nombreuses transformations sont à venir, dont la future RE 2020 ou Réglementation environnementale 2020. Pour décortiquer les tenants et les aboutissants de cette vaste ambition, je vous propose d'accueillir nos deux grands témoins de la journée. Madame Valérie Flicoteau-Melling, vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes ou CNOA, et Monsieur Rodrigue Leclèche, responsable du pôle construction du bureau d'études Pouget Consultant. Donc, bonjour à tous les deux. Bonjour. Rentrons si vous le voulez bien dans le vif du sujet. Valérie, comment les architectes abordent-ils cet objectif de la neutralité carbone et, à plus brève échéance, la RE 2020 ? Alors, de toute façon, davantage que sur le champ politique ou du lobbying, notre action se situe plutôt en conception ou sur les chantiers. Ça, c'est la première chose. Par ailleurs, ça fait longtemps que les architectes se sont saisis de cette question. Ça fait de nombreuses années que nous alarmons et nous attirons l'attention sur les questions de coût global, qui sont là une première entrée vers les questions d'ACV et de durabilité du bâtiment. ACV, donc analyse du cycle de vie, pour préciser pour nos éditeurs. Et aujourd'hui, très concrètement, les objectifs, c'est se centrer sur la réhabilitation pour éviter des démolitions et du coup des coûts en énergie grise induits, anticiper sur la réversibilité des ouvrages et des bâtiments, systématiser les diagnostics ressources pour favoriser les questions de réemploi, organiser les circuits courts autour des matériaux biosourcés et locaux. La question, c'est vraiment qu'est-ce que je construis ? Où je construis et comment je le construis. Et il faut aussi s'interroger vraiment sur la question de la réhabilitation. Et sur cet enjeu de réhabilitation, on attend un peu, on est en alerte sur la future réglementation. Donc plutôt travailler sur l'existant, oui, plutôt que sur le neuf. Donc au regard des premiers résultats de l'expérimentation E+C-, qui je le rappelle vise une haute performance énergétique et une réduction de l'empreinte carbone, quels problèmes doivent résoudre les professionnels du bâtiment? Et cette question est pour vous, Rodrigue. Merci. Je voulais d'abord redonner un peu le contexte dans lequel la RE vient s'inscrire. En 2015, on a eu la COP21 à Paris, il y a les accords de Paris qui se sont faits derrière, qui ont donné le cadre vraiment mondial qui est de réduire les émissions carbone pour respecter un seuil de 1,5 degré de réchauffement climatique. Fort de ça, la France a développé tout un panel de réglementation et notamment une trajectoire qu'il faut tenir dans laquelle la réglementation environnementale veut s'inscrire et doit s'inscrire, c'est la SNBC, Stratégie nationale bas carbone. L'objectif est clair, en 2050, c'est viser une neutralité carbone, c'est-à-dire émettre très peu et compenser par ce qu'on appelle des puits de carbone. La déclinaison de la SNBC dans le bâtiment, pour le secteur du bâtiment, c'est facile, c'est zéro émission sur l'exploitation en 2050. C'est-à-dire que tout ce qu'on consommera en énergie n'émettra plus de carbone. On consommera toujours, mais les énergies sont totalement renouvelables et ne devront plus émettre de carbone. Donc la neutralité. Donc la neutralité, tout à fait. Ça passe fortement par une réduction encore des consommations pour pouvoir basculer toutes nos énergies en renouvelables. C'est le premier point, c'est vraiment cet objectif-là qu'il faut avoir en tête. Sur la partie matériaux également, c'est quelque chose de très important et qui est peut-être, on va dire, mal vu aujourd'hui dans l'expérimentation E+C- en tout cas, qui sera peut-être corrigé dans la future réglementation, c'est qu'on met sur le même poids un kilo de carbone émis aujourd'hui lors de la construction qu'un kilo de carbone qui sera peut-être émis demain en 2050, puisque sur la phase d'exploitation, on fait le calcul sur 50 ans. Du coup, ça c'est quelque chose vraiment à prendre en compte aujourd'hui. Quand on livre un bâtiment en 2020-2021, les bâtiments qu'on construit aujourd'hui, la part carbone, on est sûr qu'elle est émise. Et celle-ci, il faut faire très attention, il ne faut pas la négliger. En gros, un bâtiment aujourd'hui, c'est à peu près 1500 kg de CO2 quand on fait un bâtiment en construction. Quand on regarde sur 50 ans, il y en a à peu près 50% sur la partie matériaux et 50% sur la partie énergie. Aujourd'hui, dans l'expérimentation E+C-, c'est le même poids. On fait une pile des deux. Demain, dans la future réglementation, je pense qu'il faudra distinguer un petit peu les deux, avoir une exigence sur la partie exploitation et une exigence sur la partie vraiment matériaux. D'autant que l'énergie se situe davantage sur la partie exploitation, tandis que le matériau, c'est à l'instant T, en tous les cas, durant le chantier. Durant le chantier, durant la création des matériaux, la fabrication en usine, la mise en œuvre. Valérie, je me tourne vers vous maintenant.
Quels sont selon vous les critères prioritaires justement qu'il faut prendre en compte pour à la fois cette meilleure performance énergétique et en même temps avoir des matériaux moins impactants, mieux utilisés, tenir les deux bouts de la corde? Alors, énergie, moi je reviens encore sur cette question, cet arbitrage construction-déconstruction, puisqu'en fait la première sobriété, c'est bien de ne pas faire de nouveaux matériaux de construction, donc c'est quelque chose qui est très fort pour limiter les énergies grises. Et puis on a des alertes aussi, il faut faire attention à ce que le volet carbone ne masque pas tous les efforts qu'on a fait dans les réglementations thermiques sur la sobriété énergétique des bâtiments. A priori, ce qui avait été annoncé, c'est de rester à droit constant et de rester sur un niveau un peu BBC. Moi, je pense que la filière est prête pour aller au-delà du BBC et pourquoi pas donner des exigences en passif sur le volet énergie de la réglementation. Ça aussi, c'est des demandes qu'on fait et on espère pouvoir être entendu sur ce point. Sur les questions de matériaux, on a un regret, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation telle qu'elle est écrite ne prend pas en compte la capacité de stockage du carbone des matériaux biosourcés dans leur cycle de vie. Donc ça c'est un vrai regret parce que je pense on a besoin aujourd'hui de stocker du carbone, même si un matériau paille restituera son carbone dans 100 ans quand il sera plus en construction. L'objectif, c'est stocker maintenant. Donc ça fait toujours 99 ans où il aura stocké. Exactement. C'est déjà, il poussera en absorbant du carbone et ce carbone restera stocké pendant longtemps. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et on appelle à ce que la prise en compte de la trace carbone des matériaux biosourcés soit mieux reconnue. Et puis après, du coup, toujours sur ces questions de matériaux, il y a la question de la proximité. C'est-à-dire que ça sert à rien d'aller s'achalander avec des bois tropicaux, vaut peut-être mieux rester local. Et du coup, là aussi, on peut voir, il y a des vraies opportunités en ce moment. Par exemple, les Jeux Olympiques qui annoncent des enjeux de construire en biosourcé. Donc juste les Jeux Olympiques, pour récapituler, le village olympique, la Solidéo, la société de livraison des ouvrages olympiques, qui a un gros curseur sur le bois notamment. C'est ça, sur le bois et sur les biosourcés, qui fait des annonces sur les biosourcés. On sait qu'il y a des filières de matériaux biosourcés qui se mettent en place et du coup, cette opportunité de la construction du village olympique peut être un vrai levier concret pour mettre en place des filières locales, vertueuses du bois, mais aussi, moi je pense à la paille, au chanvre, et on sait qu'en Île-de-France, il y a des producteurs de paille, il y a des producteurs de chanvre. La proximité, c'est aussi le réemploi. Et c'est aussi des filières qui tâtonnent et qui demandent qui sont encore dans l'expérimentation. Et là aussi, de grands projets forts comme les JO peuvent permettre de structurer des filières. Donc un accompagnement qui se crée progressivement au travers de projets vitrines. Voilà, tout à fait. Et je parlais du chanvre tout à l'heure. Effectivement, on sait que le chanvre, c'est un matériau qui est hyper vertueux. Je sais qu'il y a des filières qui se mettent en place en Île-de-France, très concrètement, et qui permet par ailleurs dans l'agriculture, qui n'est pas neutre aussi dans l'agriculture, qui permet d'éviter d'amender les sols, de renouveler les sols. Donc il y a aussi un vrai lien entre le territoire, la production de matériaux biosourcés et l'utilisation locale de ces mêmes matériaux. D'accord, donc proximité. On a évoqué aussi un mot, donc via un acronyme, puis après on l'a précisé, on a évoqué ce mot d'analyse de cycle de vie. Justement, Rodrigue, est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'assurer sur les bâtiments cette analyse de cycle de vie sur la base de données à disposition complète, exhaustive? Oui, alors je vais peut-être revenir très rapidement. Allez-y, je vous en prie, Mais je vais totalement dans votre sens. Sur la sobriété de base, c'est effectivement de ne pas déconstruire les bâtiments, de les réutiliser. Le bâtiment qui sera le moins carboné, ça sera celui qui sera le plus durable de toute façon. Donc l'évolutivité, tous ces sujets-là, c'est très important. Sur le stockage carbone, c'est inscrit dans la loi Elan, donc logiquement, ça devrait être pris dans la future réglementation. Les pouvoirs publics, normalement, s'y sont engagés, donc ça devrait être intégré. D'autant que Rodrigue a plus d'espoir que vous sur ce... Je vois, mais c'est bien, je me rallie à son espoir. En tout cas, on le poussera aussi.
Et du coup, le bâtiment, c'est l'ouvrage humain qui dure le plus longtemps. Donc effectivement, faire du stockage dans nos bâtiments, c'est quelque chose de très intelligent, quoi. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que quand on vient parler d'ACV carbone dans le bâtiment aujourd'hui, on vient entourer toute une réflexion plus globale de développement durable qu'on n'avait pas forcément ces derniers temps. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez formidable qui a été poussé par l'expérimentation énergie carbone ces 3 dernières années. Ça fait faire 3 ans que ça a été lancé. Et on voit que ça a énormément bougé. Enfin, les lignes évoluent très vite. Les industriels ont pris vraiment à bras-le-corps ces sujets-là de carbone, de biosourcé, de développement de filières. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour répondre à votre question, je pense clairement qu'effectivement, il y a encore des manques sur la base INIES qui regroupe les FDES, donc les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, qui sont la base de notre calcul carbone. Donc il y a encore des manques, c'est certain, mais je pense qu'on a 3 ans d'expérience déjà. La future réglementation, ça sera très certainement 2021. Donc ça fera presque encore 1 ou 2 ans d'expérimentation. Je pense qu'on sera à peu près mûr quand même pour faire un calcul, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut le faire et je pense qu'il faudra donner un seuil également sur la partie matériaux. Sur la partie énergie, je pense qu'on le maîtrise très bien. Sur la partie matériaux, je pense qu'il faudra donner un seuil fort de c'est quand même 5 ans d'expérience. Si on ne le fait pas maintenant, ça va faire un peu pchit. Il y a le soufflet qui va redescendre un petit peu. Les industriels qui s'étaient engagés dans cette démarche un petit peu, on travaille pas mal avec la filière béton qui essaye d'évoluer très fortement quand même parce qu'ils savent qu'ils ont un poids carbone importante dans la construction. Ils évoluent, il faut leur donner un cadre et je pense qu'il faut leur donner un seuil pour qu'on booste vraiment le sujet du carbone et que le soufflet ne redescende pas, quoi. Peut-être que ça peut se faire à plusieurs échelles. Je pense qu'il en faut donner un cadre tout de suite à 2021, enfin 2020, RE 2020, intégrer directement dans la future réglementation un seuil peut-être à 2023 ou 2025. On va apprendre petit à petit et pour booster, pour donner vraiment une lisibilité à l'ensemble de la filière, et notamment industrielle, parce qu'un produit industriel, c'est des chaînes de fabrication pour passer d'un monde carboné à un monde décarboné, c'est lourd et ça demande des investissements forts qu'il faut prévoir. Et il faut que la réglementation, pour le coup, maintenant, s'inscrive dans une trajectoire plus longue. Et si on a bien compris, qui dit ACV dit seuil, qui dit seuil dit... C'est sur la base de ce seuil qu'on va pouvoir évaluer l'ambition suffisante ou non de la RE 2020. Et justement, cette ambition de la future RE 2020, est-ce qu'elle vous satisfait telle que vous la percevez, quand bien même elle n'est pas encore là, Valérie? Alors, aujourd'hui, nous, on a des points d'alerte, hein, moi j'en ai parlé. On pense que, effectivement, moi je partage complètement cette notion de trajectoire, cette notion d'ambition. Je pense que on a expérimenté, on sait à peu près où on va. Encore une fois, c'est pas nouveau ces sujets de carbone, hein. Même si l'expérimentation plus c'est moins date de 5 ans, les pionniers, ça fait 20 ans qu'ils sont sur ces sujets. Et encore une fois, le coût global, c'est des choses qui sont connues depuis très longtemps. Donc on est mûr effectivement pour se donner des ambitions. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, les concepteurs sont capables de s'engager dans ces trajectoires, tant les ingénieurs que les architectes, et je pense que la filière est tout à fait capable de monter en compétences massivement et rapidement. Moi, encore une fois, j'alerte sur, oui, des ambitions carbone fortes, oui, une trajectoire carbone nouvelle et importante, mais que ce ne soit pas au détriment de l'énergie. Moi, je pense que le droit à constant, c'est pas forcément satisfaisant. Je pense qu'on peut aller plus loin sur l'énergie. Ça, c'est le premier point d'alerte. Et après, il y a aussi un deuxième point d'alerte où il ne faut pas se montrer trop tiède sur les coûts. C'est clair que on est dans une industrie en transformation. Donc la transformation, ça demande des coûts, des investissements forts. Mais encore une fois, si on se projette dans le coût global et si on ne s'arrête pas au coût initial de la construction, et c'est en fait c'est ce qu'on doit tous faire si on veut respecter justement cette fameuse stratégie bas carbone et la trajectoire de ces 2 degrés, non c'est 1,5 degré. Donc, si vous voulez, c'est quand même tout un pays, voire même tout un continent qui doit se mettre en marche pour respecter une trajectoire collective. Justement, pour le coup, c'est pas simple, ça comprend des coûts, des contraintes techniques, on les a évoquées, mais ça suppose aussi de s'organiser, de se former. Justement,
Comment vous abordez ces sujets-là? Bon, alors nous, c'est clair que il y a une prise de conscience. En tout cas, moi, je pense qu'au niveau des concepteurs, il y a une prise de conscience très claire. Et je pense que ça arrive aussi chez les industriels. Nous, on a la conviction, architectes, il faut y voir là aussi une opportunité de faire autrement, de redéfinir aussi nos collaborations au niveau de la maîtrise d'œuvre, peut-être aussi sur les chantiers. Concrètement, ça peut s'illustrer en Île-de-France. Le conseil régional a mis en place un comité de liaison des matériaux biosourcés qui invite tant la filière de conception, donc ingénieurs architectes, que la chambre d'agriculture, donc les agriculteurs, à rentrer dans la boucle pour essayer de trouver et de mettre en place des filières locales, de filières courtes, en gros du champ au mur, et de décliner toute la organiser la filière dans problématique. cette logique de proximité Exactement. que vous évoquiez au début de notre discussion. Donc c'est un pas de côté en fait par rapport à l'organisation actuelle. Il faut aussi, moi je pense, sortir de la logique du pansement et assumer la logique du cycle long et de l'investissement. Ça, c'est clair. Je remets l'accent sur la réhab et ça veut dire aussi, je pense, pour les architectes, se saisir aussi de cette question de la réhabilitation. Je sais que les écoles sont en transformation autour de cette question-là, et moi j'invite tous mes confrères effectivement à prendre conscience qu'un projet de réhabilitation et de transformation de bâtiments existants, c'est pas un faux projet, c'est un projet en soi et il y a de la conception et à la limite c'est même plus intéressant comme challenge, c'est plus challenging de faire évoluer un bâtiment existant vers du passif avec et de la construction saine que de construire neuf. Bon, ça c'est une conviction personnelle. Et puis je pense aussi qu'il faut mettre en valeur, il faut emmener nos maîtres d'ouvrage avec nous, montrer que ça peut se faire, mettre en valeur des projets existants. J'étais hier à la remise des prix des Fibra Awards qui montrent comment les Fibra Awards, le bouquin met en valeur une trentaine de projets dans le monde, magnifiques. Les matériaux biosourcés, c'est pas des projets d'arrière-garde, c'est pas les trois petits cochons quoi. Il y a de la forme, de la noblesse, et il faut retrouver cette noblesse en remettant au goût du jour des savoir-faire qui sont quand même ancestraux et connus de tous. Donc mixer des savoir-faire existants, savoir mixer les matériaux, ne pas se montrer dogmatique, avoir d'un côté le biosourcé, de l'autre côté des matériaux traditionnels qui aujourd'hui se réinventent. Mais on a vu aussi que donc l'ensemble de la chaîne de valeur et des acteurs est en train de s'organiser. Est-ce que ce dynamisme rencontre celui du gouvernement et est-ce qu'on peut s'attendre à une belle RE 2020? Et ça sera ma dernière question, Rodrigue. On l'espère en tout cas. Ce qui est certain, c'est effectivement qu'on a un gros sujet sur la réhabilitation pendant les années à venir. Il y a énormément de bâtiments à réhabiliter et le poids du corps doit être donné dessus. Ce qui fait qu'il ne faut pas oublier le bâtiment neuf qui représentera à 2050 peut-être 20-30% des bâtiments construits. Donc il faut qu'à la construction en 2021, ces bâtiments, on dit qu'ils doivent être compatibles 2050. C'est-à-dire qu'il y a une notion un petit peu de les construire intelligemment pour qu'ils puissent évoluer dans le temps, qu'ils puissent s'adapter d'un point de vue énergétique aux futures énergies qui vont arriver, potentiellement énergie renouvelable possible sur les toits, qui peut-être pas les mettre tout de suite, je sais pas. Enfin, il y a toute cette réflexion à avoir sur le bâtiment. Et je pense que en tout cas, les pouvoirs publics en sont conscients aujourd'hui quand je trouve qu'il y a une force d'écoute qui est assez bonne. Il y a eu beaucoup de groupes d'expertise, de groupes de concertation, consultation. Enfin, je trouve qu'il y a quand même, depuis 3 ans, l'expérimentation, c'est une façon de faire très innovante pour faire une réglementation. Donc je pense qu'il y a une écoute et une volonté forte d'y aller. On prend juste simplement aussi le cas par exemple du confort d'été, on le voit aujourd'hui. Je lisais ce matin, le mois d'octobre 2019, ça sera le mois d'octobre le plus chaud de tous les temps. Il ne faut pas que lutter contre le réchauffement climatique, il faut également s'y adapter. C'est ça, complètement. Parce que malheureusement, il est là. Exactement, et donc ça va passer aussi par la résilience des bâtiments et la prise en compte du confort d'été. Ça, il y a une vraie volonté aussi des pouvoirs publics pour la santé dans le bâtiment, dans les années à venir, de construire des bâtiments qui sont capables d'avoir cette résilience d'un point de vue confort estival notamment. Ce qui amènera aussi à ne pas dégrader ensuite la performance en mettant de la climatisation. C'est dans le coût global que vous évoquiez, c'est aussi la prise en compte des contraintes de demain dès la construction.
Donc ça, je pense que les pouvoirs publics en sont conscients. Après, il y a la difficulté d'assembler un petit peu tout le monde avec des dichotomies des fois de filières qui ne sont pas faciles entre le bois et le béton, entre le gaz et l'électricité. Il faut, à mon avis, nous, ce qu'on pousse beaucoup, c'est de pousser tout le monde en tout cas à faire des efforts. C'est pas de faire des couperets. Aujourd'hui, on ne peut pas faire des couperets. On a besoin de tout le monde pour réussir cette transition écologique, environnementale et énergétique. Il faut demander à tout le monde de faire des efforts, faire des mix effectivement entre l'énergie, entre les matériaux pour accompagner tout le monde. Le but, c'est d'accompagner tout le monde vers quelque chose de moins carboné, de plus efficient, de plus efficace et d'arriver à suivre notre trajectoire 2050. Eh bien, donc, si j'ai bien compris, on a un énorme défi devant nous. Il ne pourra être résolu que collectivement. Je vous remercie et merci d'avoir éclairé ce sujet complexe et qui va nous suivre pendant de nombreuses années. Merci encore et à très bientôt et à demain pour une nouvelle table ronde.